Allez, quand on parle de religions traditionnelles africaines, qu'est-ce qui nous vient en tête? Souvent, c'est des clichés, hein, le vaudou, l'animisme. Mais si et si derrière tout ça, il y avait en fait une philosophie hyper sophistiquée, une véritable quête d'ordre et d'équilibre. Bon, aujourd'hui, on oublie les stéréotypes et on va explorer ensemble cette pensée qui est bien plus profonde et structurée qu'on ne l'imagine. Pour commencer, posons-nous une question toute simple, une question universelle. Face à un monde qui semble souvent chaotique, à quoi sert la religion? Partout sur la planète, l'une de ses fonctions premières, c'est de donner du sens, de trouver une structure, un ordre. Et voilà, on y est. C'est exactement là la clé pour comprendre la pensée religieuse africaine. Voilà l'idée centrale qui va nous guider tout au long de cette analyse. Il faut vraiment oublier l'image d'un tas de croyances un peu éparpillées. Non, la religion africaine traditionnelle, c'est une quête. Une quête super cohérente, super profonde, pour trouver l'ordre. C'est une recherche constante d'équilibre entre l'être humain, l'univers qui l'entoure et la société dans laquelle il vit. Alors, pour y voir plus clair, voilà comment on va avancer. D'abord, on va définir ce que c'est, cette fameuse quête de l'ordre. Ensuite, on verra les 3 grands piliers sur lesquels elle repose. Après ça, on regardera comment la rupture de cet ordre a provoqué un besoin de renouveau. Et pour finir, on explorera son héritage aujourd'hui. Allez, on y va? Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Cette quête de l'ordre, attention, ce n'est pas juste un concept en l'air. C'est vraiment le principe qui unifie tout. C'est ce qui relie une diversité incroyable de pratiques et de croyances sur tout le continent. On pourrait dire que c'est un peu le logiciel de base, le système d'exploitation de cette pensée. Mais alors, concrètement, c'est quoi cet ordre? Il ne faut pas penser juste à des règles sociales ou des lois, non. C'est bien plus que ça. C'est un état d'équilibre parfait, une sorte d'harmonie dynamique. L'idée de base, c'est que quand tout est à sa place, quand tout est en ordre, eh bien l'énergie vitale, cette force qui anime absolument tout, peut circuler librement. Et quand elle circule, elle amène la prospérité, la santé, bref, le bien-être pour toute la communauté. Écoutez, cette citation de l'anthropologue Louis-Vincent Thomas, elle résume ça à la perfection. L'ordre, c'est le fait d'être à sa place. Mais attention, il ne faut pas l'entendre dans un sens de soumission, pas du tout. C'est plutôt comprendre son rôle dans un ensemble beaucoup plus grand. L'individu a sa place dans son groupe, le groupe dans son peuple, et le peuple lui-même a sa place dans le cosmos. C'est une vision du monde où tout, absolument tout, est connecté. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, voyons comment tout ça se structure. Parce que cette grande idée d'harmonie universelle, elle ne reste pas juste une belle théorie. Non, elle est construite sur 3 piliers. 3 piliers bien concrets et qui dépendent les uns des autres. Et ces 3 piliers, les voici, on a l'ordre cosmique, l'ordre social et l'ordre moral. On va les regarder un par un pour voir comment ils s'articulent et comment, ensemble, ils forment un système vraiment complet. Le premier pilier, donc, c'est l'ordre cosmique. Là, on parle de l'harmonie avec la nature. C'est simple, quand cet ordre est respecté, tout fonctionne. Les saisons se suivent comme il faut, les pluies arrivent au bon moment, on évite les catastrophes comme les sécheresses ou les inondations. C'est la prise de conscience que l'humanité n'est pas au-dessus ou à côté de la nature, mais qu'elle en fait partie. Le respect de l'environnement, ce n'est pas une invention récente, c'est juste la condition sine qua non de la survie et du bien-être. Deuxième pilier, l'ordre social. Et celui-là, il découle logiquement du premier. C'est l'harmonie, mais cette fois à l'intérieur de la communauté. Un point super important ici, c'est que le pouvoir politique et le sacré sont totalement liés, inséparables. Le chef, le roi, ce n'est pas qu'un simple gestionnaire. Il est le garant de l'ordre, celui qui fait le lien avec le monde des esprits. Et toute sa légitimité, en fait, elle repose là-dessus, sur sa capacité à maintenir l'équilibre et à préserver cette fameuse force vitale du groupe. Et on arrive au 3e pilier, qui est peut-être bien le cœur du système, l'ordre moral. Lui, il repose entièrement sur la relation entre les vivants et les morts. Et attention, ce n'est pas juste une question de se souvenir des disparus. Non, les ancêtres sont vus comme des membres à part entière de la communauté, toujours actifs. Les vivants ont des devoirs envers eux, comme les honorer, et en échange, les ancêtres protègent leurs descendants. Ce sont eux les vrais gardiens de l'ordre et des traditions. Cette phrase qu'on voit là résume tout. En fait, il n'y a pas de frontière étanche entre le monde des vivants et le monde des esprits. Les deux mondes sont liés, ils communiquent en permanence. La communauté, au sens large, elle inclut donc les vivants et les morts. C'est cette communion, cette participation continue qui est le socle de toute la stabilité morale et sociale. Bon, jusqu'ici, on a vu un système en équilibre. Mais que se passe-t-il quand cet ordre, qui a été maintenu pendant des siècles, est complètement pulvérisé? C'est là que notre histoire prend un virage beaucoup plus sombre, avec l'arrivée d'une force extérieure qui va venir tout démolir. Cette force, c'est la colonisation. Et il faut bien comprendre que ça n'a pas été juste une conquête politique ou économique.
D'un point de vue philosophique, ça a été une démolition en règle des 3 piliers qu'on vient de voir. Elle a brisé l'ordre social en imposant de nouvelles lois, de nouvelles frontières. Elle a attaqué l'ordre moral en interdisant les cultes traditionnels. Et elle a ravagé l'ordre cosmique en exploitant les terres sans aucun respect pour l'équilibre. Et ce qui est absolument fascinant, c'est la réaction. Face à ce chaos, à cette destruction de l'ancien monde, de nouveaux mouvements vont naître. La chronologie ici est très parlante. On voit bien que c'est en réponse directe à la violence coloniale que des personnalités comme Simon Kimbangu ou André Matsuwa apparaissent. Leurs mouvements, ce sont des tentatives désespérées mais puissantes pour reconstruire du sens, pour créer un nouvel ordre. On appelle souvent ces mouvements des mouvements messianiques. Mais ce n'était pas de simples révoltes politiques. C'était bien plus profond. C'était des mouvements spirituels. Le kimbanguisme, le matswanisme, ce sont des efforts pour réinterpréter le monde, pour retrouver une harmonie dans une situation qui était devenue intenable. Et si le mélange religion et politique, c'est tout à fait logique, on l'a vu, dans cette vision du monde, les deux ne peuvent pas être séparés. Allez, on arrive à notre dernière partie. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment cette quête de l'ordre, vieille de plusieurs millénaires, survit-elle et se manifeste-t-elle sur un continent qui a été aussi profondément marqué par le christianisme et l'islam? Et il y a cette expression d'Afrique de l'Ouest que je trouve géniale. Elle dit tout. 50% chrétiens, 50% musulmans, 100% animistes. C'est une façon parfaite de décrire le syncrétisme. Ça veut dire que même si les identités officielles sont chrétiennes ou musulmanes, le fond, la base culturelle, la vision du monde, eh bien ça reste profondément ancré dans la philosophie traditionnelle de l'équilibre et de l'harmonie. Du coup, quand on regarde les chiffres officiels, comme ce graphique, il faut faire attention. Oui, sur le papier, on voit une majorité de chrétiens et de musulmans. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ce qu'ils ne montrent pas, c'est ce qui se passe sous la surface. C'est comment cette quête de l'ordre, le lien avec les ancêtres, cette idée que le monde visible et invisible sont connectés, tout ça continue d'imprégner la vie de tous les jours, quelle que soit la religion affichée. Et c'est ça le point le plus important. Il ne faut surtout pas voir ces traditions comme des choses figées, des reliques d'un musée. Pas du tout. Leur plus grande force, c'est justement leur capacité d'adaptation. Elles sont vivantes, elles ont absorbé des éléments venus d'ailleurs, elles se sont réinventées pour faire face aux crises, mais tout en gardant leur cœur, leur ADN philosophique, cette quête permanente de l'équilibre. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir? Premièrement, la religion traditionnelle africaine, c'est avant tout une philosophie structurée autour de la quête de l'ordre. Deuxièmement, cet ordre repose sur 3 dimensions inséparables, le cosmique, le social et le moral. Troisièmement, le lien avec les ancêtres est absolument central pour maintenir l'équilibre entre le visible et l'invisible. Et enfin, cette quête d'harmonie est tellement puissante qu'elle perdure aujourd'hui à travers le syncrétisme. Et on va se quitter sur une dernière question, pour réfléchir. Dans notre monde actuel, qui est si souvent en déséquilibre, qu'on parle d'écologie, de fracture sociale, est-ce que cette ancienne sagesse, cette quête d'harmonie entre l'humain, la nature et le cosmos, n'est pas finalement plus pertinente que jamais ?